Mesdames, Messieurs, bienvenue à Compte Complet, une édition un peu spéciale. Alain Usereau qui est en compagnie de Mark Griffin dans notre douillet salon. Mon cher Marc, content de te voir dans des circonstances un peu particulières. J'espère que ça va bien chez vous. Ça va bien, on respecte les règles et ça va bien aller à Oui. ce moment-là. Bon, Marc, il y a quand même des choses qui sont arrivées dans le monde du baseball, des choses importantes au cours de la dernière semaine. Point de vue nouvelle, il y en a eu une grosse. Et bon, si tu l'avais su, Marc, tu aurais changé tes prédictions probablement. Il y a quelques lanceurs qui ont décidé Ouais. de passer sur le bistouri. Je parle de l'opération Tommy John, la grande opération. Dans le cas de Chris Sale, on le savait. Et là, c'est Noah Syndergaard qui a décidé, bon, ben, tant qu'à rater plusieurs mois, on va se faire l'opération Tommy John, c'est-à-dire une transplantation ligamentaire. Ouais, c'est très décevant. Évidemment, si la saison finalement va s'amorcer éventuellement pour les partisans des Mets, c'est très décevant parce que les Mets avaient, selon moi, en tout cas les éléments pour lutter pour la première place cette année. Et évidemment, si Syndergaard n'est pas là, ben, vous comprendrez que là, on vient d'enlever un gros morceau parce que moi, je voyais Syndergaard et DeGrom, évidemment, les deux as lanceurs connaître de bonnes saisons. Bon, écoutez, c'est de concert avec les Mets qu'on a décidé dans le cas de Syndergaard, d'y aller avec l'opération de type Tommy John. Bon, on va le perdre pour un an du côté des Mets, mais c'est une espèce d'autre tuile, je vais dire ça de même, du côté des Mets de New York. Mais effectivement, dans mon cas, ça changerait bien des choses au niveau des Ouais. prédictions, là, alors que les Braves pourraient probablement passer en tête à ce moment-là. Ouais, dépendant évidemment du rendement de Porcello, on sait que c'est des montagnes russes dans son cas. Il prend de l'âge, mais quel genre de Porcello les Mets vont-ils avoir? Il s'en va dans la Ligue nationale, c'est la première fois dans un stade de lanceurs. Va peut-être se retrouver dans les mêmes conditions qu'il était à Détroit. Là, évidemment, on parle d'une courte saison quand elle va commencer, mais c'est peut-être le joueur qui pourrait faire changer la donne et ramener les Mets dans la course, dans probablement la section la plus relevée là, dans le baseball majeur. Ben, moi, ce que j'aimais de Porcello avec les Mets, c'est que justement, il ne jouait pas le rôle de deuxième ou troisième partant. Il jouait un rôle un peu plus Ouais. effacé dans la rotation et qui pouvait justement donner un rendement de quatrième, cinquième partant qui arrive avec un rendement comme Porcello est peut-être capable. C'est ça qui me fait souvent, qui me fait pencher un peu la balance que les Mets allaient connaître une bonne saison. Maintenant, si on est obligé de le mettre dans un autre rôle pour remplacer, entre guillemets, un Syndergaard, j'aime un peu moins ce que ça peut donner. Effectivement, il peut Ouais. surprendre, mais ça enlève. En fait, avec Porcello, ça ajoutait beaucoup de profondeur. Avec l'absence de Syndergaard, ben là, cette profondeur-là sera vraiment testée, ce qui fait en sorte que c'est moins rassurant, là, cette rotation de Ouais. partant des Mets. Ouais, il y avait des rumeurs entourant Steven Matz, évidemment, avec ce qui vient d'arriver, je pense. Mais de toute façon, il n'y a pas de transaction, là, ça a été décrété, il n'y aura pas de Exact. transaction. Mais avec ce qui vient d'arriver, Matz vient de rentrer probablement comme partant numéro 4. Et Strowman qui va prendre plus de responsabilités. De toute façon, lui en redemande toujours. Je pense pas que ce soit un problème dans son cas. La grosse nouvelle, Marc, c'est Ouais. l'entente qu'il y a eu entre l'association des joueurs et Ouais. le baseball majeur. Bon, moi, je trouve qu'il y a une bonne nouvelle. En fait, il y en a plusieurs là-dedans, mais on va décortiquer ça de plusieurs façons parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Et moi, je me demande si ce qui se passe là, c'est pas le début finalement d'un partenariat. On sait que la convention collective venait à échéance très bientôt. Puis je me demande si le fait qu'on se soit entendu de la sorte, si ça ouvre pas la porte finalement à peut-être un partenariat entre les joueurs et les propriétaires qui est plus serré. Je ne sais pas si on parle que ce soit partage des revenus ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ose croire que la porte est ouverte à de meilleures relations entre les deux parties. Oui, absolument, parce que la concession, je veux dire ça de même, là, que les propriétaires ont laissé aux joueurs est énorme. C'est-à-dire que des joueurs qui, maintenant, on va compter leur année d'admissibilité. Donc, par exemple, un Mookie Betts, même s'il n'y a pas de saison, deviendrait joueur autonome à la fin de la saison. Donc, ça se pourrait qu'il ne porte jamais l'uniforme des Dodgers de Los Angeles. C'est beaucoup donné, ça, Alain. Mais je pense que les propriétaires se devaient d'aller là si on voulait avancer les choses, si on voulait discuter, parce que là, évidemment, on est dans le néant. On ne sait pas s'il y a une saison, s'il y en a une, de quelle façon, combien de matchs, est-ce qu'on commence à huis clos ou non? Il y a beaucoup de questions, mais au moins, si on a réglé cet aspect-là, on va pouvoir décider rapidement, éventuellement, si s'il y a une saison, comment ça va fonctionner. Donc, je trouve effectivement qu'on a ouvert les portes à des discussions et de s'entendre rapidement, malgré une crise, de s'entendre rapidement de la sorte. Je trouve que c'est de bon augure. Oui, et bon, tu parlais de Mookie Betts. Évidemment, dans ce contexte-là,
les salaires ont été réduits, on s'est entendu Ouais. là-dessus. Le salaire global, bon, ça tourne autour de 4 milliards de dollars, la masse salariale de l'ensemble des 30 équipes du baseball majeur. On s'est entendu sur un montant forfaitaire, je pense, autour de 250, entre 250 et 300 millions de dollars. Les joueurs ne seront pas en plein de la marque, là, on s'entend là-dessus, on est sur une autre Non. planète plus souvent qu'autrement. Mais tu regardes quand tu regardes les joueurs et les équipes impliquées, il y a une équipe comme les Dodgers de Los Angeles, même si on joue seulement 30 matchs, eux veulent jouer cette année, là, parce que Mookie Betts, comme tu l'as mentionné, ça se peut. Bon, si la saison est annulée, il ne jouera pas, mais écoute, quitte à jouer une poignée de matchs, les Dodgers veulent au moins avoir Mookie Betts pour le temps que ça durera. Là. Mais on va tout faire pour jouer une saison. Évidemment, bon, dans l'entente, il y a des éléments importants à surveiller. C'est-à-dire que il faut que ce soit sécuritaire pour tous. Il faut que, bon, qu'on a l'aval des différents dirigeants, que ce soit le président des États-Unis ou dans les États différents. Faut que ce soit sécuritaire pour tous. Mais moi, je pense qu'on va travailler du fait que je pense que le sport est un baume intéressant, un baume, en fait, plus qu'intéressant pour les gens. Donc, on va tout faire pour essayer de jouer. Quitte à jouer à huis clos, si on joue à huis clos, ben oui, ça peut être intéressant parce que, un, on aura du baseball à la télévision. Deux, ça peut faire du bien. Mais encore une fois, il faut être extrêmement prudent dans ce cas-ci. L'autre aspect, Alain, de cette entente, c'est que les joueurs, de leur côté, ce qu'ils ont concédé, je vais appeler ça de même aussi, c'est qu'ils se sont ils ont promis finalement de ne pas aller en cours sur les salaires. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, bon, il y a beaucoup de salaires, il y a beaucoup d'argent évidemment impliqué dans ça. Tu as parlé tantôt de cette implication de monétaire, mais donc on est assuré de ne pas avoir de chicane. C'est ça que je veux dire. Et à ce moment-là, ben on va s'assurer qu'on puisse s'entendre. Parce que c'est pas tant de se chicaner dans le contexte actuel, ça paraîtrait très, très mal. Je trouve que c'est une belle manière de faire les choses du baseball actuellement, de s'entendre là ça. Oui, il y a d'autres implications dans ces ententes-là. Bon, on a reporté les dates limites pour embaucher des joueurs internationaux. Je pense principalement aux joueurs dominicains, évidemment, et du Venezuela. Ça, c'est un des aspects. Le repêchage qui sera limité. On parle peut-être de 5 rondes. Les bonnies qui sont accordés, limités également. Et on a étendu la période au cours de laquelle on peut verser les bonnies à ces joueurs. On parle surtout des joueurs de Ouais. première et deuxième ronde. Bref, il y a un paquet d'implications, non seulement pour les joueurs dans le baseball majeur, mais pour ceux et celles qui seraient susceptibles d'être empêchés plutôt. Et il y a peut-être des Québécois là-dedans, Marc, parce Ouais. qu'on le sait depuis quelques années, il y en a quelques-uns qui sont repêchés par les équipes du baseball majeur. Ouais, le côté négatif là, de cette entente-là, c'est au niveau du repêchage. J'y reviens Ouais. rapidement. Je retourne juste, Alain, sur la convention, pas la convention, mais l'entente. C'est que vous Mhm. savez, dans le fond, ce qu'on fait pour les joueurs, parce qu'on a parlé de Mookie Betts qui deviendrait joueur autonome. Alors, Ouais. donc, le statut de 2019, c'était un joueur, je veux dire, à temps plein, là, c'était un joueur régulier. Bon, ton statut change. Par exemple, chez les Blue Jays de Toronto, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et là, les années Ouais. d'admissibilité ou l'année d'admissibilité fonctionne en journée. C'est 186 jours, une année Ouais. complète pour un joueur de baseball. Dans le cas, par exemple, d'un Bo Bichette, il n'a joué que 63 jours dans le baseball majeur l'an dernier. Ce qui veut dire que si on double ça, parce que bon, c'est comme si c'était cette année, il n'atteint pas encore le 186 matchs. Donc, lui, il va avoir vraiment 6 autres années où les Blue Jays vont avoir le Ouais. contrôle sur lui. Ce n'est pas le cas pour Vladimir Guerrero et Biggio, par exemple, qui ont joué plus de 100, en fait, qui ont été là plus de 150 jours. Alors, vous comprendrez qu'on là, on a dépassé le 186. Alors, eux, si évidemment il n'y a pas de saison, ben là, cette saison-ci va compter comme une année. Ouais. Pour revenir au repêchage, Alain, je trouve ça dommage. Je ne suis Ouais. pas sûr que c'est là qu'il faut sauver de l'argent. Déjà qu'on voulait passer à une vingtaine de rondes, alors d'ailleurs, on a manifesté le fait qu'on voulait aller à 20 rondes dès l'année suivante, donc de 5 cette année Mhm. à 20 l'année prochaine. Je trouve ça un petit peu malheureux parce que tu as besoin au moins d'une dizaine, une douzaine de rondes facilement juste pour garnir évidemment ton réseau. Là, je trouve avec tous les programmes qu'il y a aux États-Unis, évidemment au niveau de la NCAA, qui s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années, les joueurs arrivent de plus en plus près dans le baseball professionnel.
je trouve que c'est un coup dur, moi, pour les jeunes joueurs qu'on économise, entre guillemets, sur cet aspect-là. Et en plus, imaginez que, t'en as parlé, mais on va étaler le paiement. Donc, un choix de troisième ronde qui va signer un beau bonnet de signature de, je sais pas moi, 500 000 qui est extraordinaire, c'est beaucoup d'argent. Mais il recevrait que 100 000 cette année et l'autre à 400 000 serait divisé au cours des 2 autres années suivantes. Donc, ça prendrait 3 ans avant que le jeune ait son bonnet de signature. Encore là, je trouve ça un peu dommage qu'on soit là pour cette entente-là. On a vu on est allé vers les plus vulnérables peut-être pour cette forme d'entente-là, puis je trouve ça un peu dommage. Ben justement, Marc, moi, est-ce que le baseball majeur n'a pas profité de cette situation-là pour aller de l'avant envers un projet qui a été fortement médiatisé dans le monde du baseball mineur au cours de l'entre-saison, c'est-à-dire l'élimination de certaines ligues, Ligue des recrues de courte saison, on pense, la Ligue New York Penn, par exemple, la Ligue des Appalaches, la Ligue des Pionniers. Ce sont des ligues qui étaient très vulnérables. Le baseball majeur songeait d'ailleurs à en éliminer quelques-unes, quitte à peut-être les aider à devenir des ligues indépendantes. Est-ce que c'est pas dans cette mouvance-là et à cet effet-là, est-ce que le baseball majeur profite pas un peu de cette situation-là? Moi, je pense qu'il y a peut-être anguille sous roche dans ces décisions-là. Ouais. Non, écoute, sans aucun doute, Alain. Sans aucun doute, on a profité de l'occasion. Tu sais, encore une fois, l'association des ligues mineures, des joueurs des ligues mineures, c'est pas comme l'association des joueurs du baseball majeur. On n'a pas de voix forte dans ça. Alors, j'ai l'impression, en fait, pas j'ai l'impression, je suis convaincu effectivement, Alain, qu'on est de connivence dans tout ça et on a utilisé quelque chose d'un peu plus faible. C'est peut-être le dossier le plus négatif de cette entente-là présentement. J'espère qu'on va pouvoir aller plus de 5 rondes cette année. On peut faire un repêchage malgré la situation actuelle. Vous connaissez, les dépisteurs ont pas mal déjà les données. Ce qu'on allait faire ce printemps, c'est confirmer un peu en allant avoir des matchs. Là, il n'y en a pas de match, mais je suis convaincu que tout le monde a sa liste qui ressemble pas mal à la liste de l'autre à côté, puis qu'on aurait pu y aller de l'avant, au moins avec une dizaine, une quinzaine de rondes. Mais là, de passer de 5 rondes cette année à 20 rondes l'année prochaine, je trouve ça très malheureux pour tous les programmes de baseball qu'il y a un peu partout, je dirais, en Amérique, mais même au-delà de ça. Ouais. Marc, en ce qui concerne la saison, on veut jouer. Et on a été très clair, on veut jouer, mais quitte à ce qu'on prolonge la saison. Et j'ai jeté un petit coup d'œil sur les villes, géographiquement parlant, qui pourraient jouer de la balle jusqu'au début décembre. On va aller jusque-là, Marc. Puis même si on va jusqu'au mois de novembre, il y a des endroits où on ne pourra pas jouer jusque-là. Je parle des villes du Midwest. C'est sûr qu'on ne jouera pas au Minnesota, on ne jouera pas à Chicago, on ne jouera pas à Détroit. Plus près de chez nous, on ne jouera pas à Boston, ni à New York. Il y a des équipes, là, Marc, je suis pas un spécialiste en météo, là, mais Saint-Louis, Cincinnati, Kansas City, je suis pas sûr peut-être à la limite, on pourrait jouer. Ça fait une série mondiale à Saint-Louis, Marc. Je sais pas au mois d'octobre qu'est-ce que ça en a, mais je suis pas convaincu que c'est les conditions idéales. Et on parlait de jouer, dans des endroits neutres. Et tu sais où je m'en viens, là, Marc? Des stades avec toi, il n'en pleut pas dans le baseball majeur. Est-ce qu'on pourrait voir du baseball à Montréal au mois de novembre et décembre? Écoute, toutes les idées sont... Non, c'est pas farfelu, pas du tout. Toutes les idées sont lancées présentement, qui sont sur la table. Là, le scénario qui est le plus probable, Alain, de ce que tu viens de mentionner, compte tenu des villes, évidemment, très au nord, c'est que on va essayer de l'étirer le plus possible cette saison-là en octobre. Est-ce que c'est le 15 octobre? Bon, j'ai pas une date précise, mais c'est qu'à un certain moment donné, on peut pas l'étirer jusqu'au mois de décembre. À moins que, justement, tous les stades intérieurs puissent servir d'eux, et évidemment qu'il y aura compensation monétaire et tout ça, mais là, je pense qu'on va se compliquer les choses. Moi, j'irais peut-être un calendrier un petit peu plus restreint, quitte à aller un petit peu plus loin en octobre, ajouter peut-être une quinzaine de parties là, en octobre, et par la suite, un format de série qui serait probablement différent, Alain, pour pas non plus qu'on étale ça trop longtemps. Mais bon, encore une fois, tous les scénarios sont envisagés dans ce cas-ci. Alors, je suis convaincu que les villes qui ont des stades couverts présentement, on est en train de regarder les possibilités. Il y a combien de stades couverts par division? Est-ce qu'on est capable, ou par ligue, est-ce qu'on est capable de gérer ça de façon à ce que ça soit bien pour tout le monde? Mais vraiment, là, tout est analysé parce que
On ne le sait pas. Est-ce qu'on commence en juin? Est-ce qu'on commence en juillet? Est-ce qu'on commence en août? Est-ce qu'on commence en septembre? Ou on commence pas du tout? Donc, il y a tellement de scénarios différents que c'est difficile, mais c'est clair que les endroits où il y a des stades couverts, ben, on va souligner ces villes-là davantage si on veut tirer la saison le plus possible. Oui, l'autre solution serait de jouer sur les sites d'entraînement sans nécessairement qu'il y ait des milliers de spectateurs là ou une capacité là, digne d'un stade du baseball majeur. On pourrait jouer en Floride et en Arizona, peut-être dans d'autres États comme le Texas, par exemple. Ça, c'est une autre solution qui pourrait être envisagée. À ce moment-là, on pourrait se rendre jusqu'au mois de décembre. Je ne sais pas. Il y a Clayton Kershaw qui a mentionné, je suis pas sûr que c'est une très, très bonne idée de jouer jusqu'au mois de décembre, surtout quand on sait qu'à peine 2 mois plus tard, on recommence les camps d'entraînement. Les lanceurs ont peut-être besoin d'un peu plus de repos, quoique la saison risque d'être moins longue. Donc, à ce moment-là, écoute, les données changent complètement, là, Marc, avec tout ce qui Ouais. se passe. Alors, le jeu va changer un peu à quelque part, Alain, parce que si tu joues, je sais pas moi, 50 matchs pour ta saison, évidemment, il n'y a pas de repos pour personne. D'ailleurs, on va éliminer le match des étoiles. Il n'y aura pas de match des étoiles, selon moi, cette année. On va éliminer tout ce qui peut empêcher, si vous voulez, un nombre de matchs X là, pour que la saison puisse se poursuivre. Mais même les matchs à l'entraînement, ça peut commencer, ça peut se terminer par ça aussi. Quoique, je pense qu'on envisage davantage des stades des ligues majeures que d'aller dans les sites de camp d'entraînement. Mais bon, encore une fois, tout est possible. Oui. Les équipes, Marc, qui ont le plus à gagner, le plus à perdre dans cette situation-là. On a parlé des Dodgers tantôt. À moins qu'on réussisse à faire signer un contrat à long terme à Mookie Betts, ce dont je doute beaucoup. Je pense qu'il est décidé de tester le marché des joueurs autonomes. Et dans le cas des Dodgers, on veut jouer. On veut jouer. Selon la plupart des observateurs, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Série mondiale, on verra rendu là. Souvent, bon, tu lances un dissous dans les airs et c'est aussi bon que n'importe quelle prédiction. Mais je pense que l'équipe qui tient le plus à jouer, pas dans n'importe quelle condition, mais qui veut absolument profiter de cette fenêtre, ce sont les Dodgers de Los Angeles. Et j'ajouterais probablement dans la nationale les Reds de Cincinnati. Ben, c'est clair que les équipes qui ont posé des gestes importants durant l'hiver pour gagner, tu as nommé deux équipes, les deux, selon moi, favorites. Les Reds, évidemment, c'est une équipe qui, selon moi, est favorite pour gagner sa division. Alors, c'est clair que les équipes qui ont posé des gestes importants durant l'hiver vont faire en sorte qu'on veut jouer, on veut profiter de ça. On a dépensé beaucoup. Bon, compte tenu des circonstances, c'est pas évident, mais oui, c'est clair que ces équipes-là aimeraient connaître une saison. Puis, au-delà de ça, Alain, au-delà du rendement, c'est que je pense que les joueurs veulent jouer, on veut être sur le terrain. On sait que le sport, comme je l'ai mentionné, c'est bon pour tout le monde. On veut que la vie reprenne son cours normal le plus rapidement possible par la suite. Et je pense que le sport va faire partie de cet élément-là. Et le plus tôt qu'on va être sur le terrain, mieux ce sera. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont posé ces gestes-là, dont les Dodgers, dont les Reds, peuvent en profiter. Et de l'autre côté, une équipe comme les Astros, probablement qu'on on serait pas si dérangé que ça qu'on ne joue pas, compte tenu de tout ce qui s'est passé avec la tricherie, les vols de signaux et tout ça. Donc, tu sais, chaque équipe a son propre, a ses enjeux dans ce cas-ci. Mais il est clair que je pense que le baseball peut apporter beaucoup. Ouais, les Red Sox aussi, probablement, voudraient peut-être passer un petit peu à côté d'une saison qui s'annonce pas très facile pour eux. Marc, écoute, là-dessus, on va se laisser. C'était la dernière semaine, on nous a donné pas mal d'informations sur ce qui pourrait s'en venir dans le monde du baseball majeur. Une saison écourtée. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait faire l'objet la prochaine saison, en fait, d'un mini tournoi. Tu parlais du format des séries là, qui pourrait être modifié. Ouais. J'ai l'impression que ça pourrait être une série de 2, de 3 ou des petits tournois en format de groupe, peut-être en gardant ces sections-là, comme on voit un peu au soccer. Je serais pas surpris, moi, qu'on assiste à ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est important de dire que toutes les options sont ouvertes pour qu'on joue éventuellement. Oui, et même les divisions, Alain, s'il y a une saison, qu'elle soit de 50, 60, 100 matchs, beaucoup de matchs qui vont jouer à l'intérieur de la même division, je pense qu'on va éviter le plus de déplacements possible dans ce cas-ci, donc à suivre aussi dans ce dossier-là.
Quitte peut-être même à aller de l'avant, Marc, avec un projet à long terme que le baseball majeur a, c'est-à-dire une réorganisation complète, tu sais, pour empêcher Seattle, par exemple, qui accumule les Air Miles à chaque année en faisant 3 voyages par année à Houston et au Texas. C'est l'équipe qui voyage le plus dans le baseball majeur. Donc, peut-être en limitant les voyages sur la côte ouest strictement face à Oakland, aux autres équipes de la Californie et peut-être dans le Midwest américain, peut-être qu'à ce moment-là, ben, le baseball majeur pourrait aller d'avant avec un autre de ces projets. On a parlé du baseball mineur tantôt. C'est peut-être l'occasion d'aller plus vite qu'on l'aurait voulu sur certains dossiers. Et peut-être même celui du frappeur désigné, à mon grand désarroi, je vais l'ajouter. Mais c'est peut-être, j'ai l'impression, une porte ouverte pour le baseball majeur pour d'autres dossiers. Il y a Joe Maddon, le nouveau gérant des Angels, qui a mentionné ça aussi. Il dit tant qu'aller de l'avant avec différents scénarios, pourquoi pas y aller justement, étant donné que c'est une saison qui va être très différente, d'y aller évidemment avec de nouvelles idées, de nouvelles approches. Est-ce qu'on peut tester même un cadran au niveau des lanceurs? Il y a un paquet d'affaires, mais il ne faut pas aller trop vite et trop loin avec ça. Je pense vraiment, la première des choses, c'est de s'assurer qu'on puisse jouer, qu'on puisse avoir une saison. Puis Ouais. une fois qu'on aura ça, ben, au moins, on pourra aller de l'avant avec quelques nouveautés. Oui, et regardez comment les gérants vont se comporter avec leurs spécialistes gauchers qui auront affronté au moins 3 frappeurs. Mon cher Marc, merci d'avoir été là. Prends soin de toi et de ta Salut belle Alain. famille, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et je vous confirme qu'il y aura une autre balado-diffusion la semaine prochaine dans le cadre de notre couverture du baseball. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.